Bonsoir à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Et nous remercions Mohamed Lamine Diop qui vient nous partager son expérience dans le domaine du DevOps. Moi, c'est Pablo Gadiaga, je suis fondateur de la Technologie. Donc, nous avons organisé ou co-organisé le bootcamp de DevOps avec Mohamed Moustapha Kamara. Et notre invité aujourd'hui, c'est Mohamed Lamine Diop, qui est un ingénieur en études et développement mais aussi qui évolue dans le domaine DevOps dans une entreprise basée en France du nom de Insicom. En parallèle, il est le fondateur de Cloud for All, c'est-à-dire il a, comme nous, Ratel Technologies, une organisation qui forme des étudiants dans le domaine du cloud, que ce soit AWS, que ce soit Azure. Donc, merci encore une fois à Mohamed Lamine Diop d'être là présent et à toute l'assistance. Donc, nous allons commodérer, moi et Mohamed Moustapha Kamara, cette session. Vous aussi, vous aurez à poser des questions selon vos inquiétudes ou ce que vous voulez connaître dans le parcours d'un ingénieur DevOps dans le milieu international en tant que tel. Donc, je laisse la parole à Mohamed Lamine Diop pour qu'il puisse se présenter et nous parler de son parcours. Merci beaucoup, Gadiaga. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Mohamed Lamine Diop, je suis ingénieur cloud et DevOps. Insyncom, qui est une ASN qui s'active sur tout ce qui est cloud. Là, je peux partager mon écran si vous voulez. Donc la majeure partie d'entre vous me connaissent. Donc, il y a mon mentor Ngorsek qui est là. Il y a également un ancien collègue, Mohamedan, qui est là. Donc, un ancien collègue également, Moustapha Kamara. On a fait l'école coranique ensemble quand on était plus jeunes. Donc, moi, je suis ingénieur cloud et DevOps. Je suis également formateur. Donc, formateur dans le domaine du cloud et du DevOps. Donc, du cloud avec le fournisseur donc leader en termes de cloud qui est AWS et formateur également à Azure. Formateur également donc sur le cloud Azure. Donc, dans le domaine de DevOps également, je dispense quelques cours. Mais je suis ingénieur, donc Cloud et DevOps à Insyncom, donc qui est une ESN donc française qui s'active sur tout ce qui est cloud, tout ce qui est DevOps, tout ce qui est réseau et sécurité, mais également donc le développement et la data. Donc aujourd'hui, je vais partager mon parcours, mais également mon expérience. Donc, j'ai débuté mon expérience à Atos Sénégal en tant qu'ingénieur, en tant que stagiaire. Donc, je faisais du développement, bien vrai que je détestais donc, le développement. Donc, je détestais énormément le développement. Donc, mon premier jour de stage, on nous a présenté seulement des sujets portant sur le développement. Donc là, il n'y avait pas de sujet portant sur la partie réseau ou système. Donc, je n'avais pas choisi un sujet. Donc, quand je suis rentré, j'étais vraiment énervé. Donc, le deuxième jour, donc, il y a le project management. Donc, Mohamedan le connaît, Tarek. Il nous dit, si vous voulez qu'on vous prenne en tant que stagiaire, donc il faut prendre un sujet portant sur le développement parce que nous travaillons en grande partie sur la partie développement. Donc, j'avais pris un sujet portant sur le développement des feuilles de soins en utilisant NativeScript et Spring Boot, donc dans la partie développement de microservices. Donc, par la suite, j'ai été recruté en tant que stagiaire, en tant qu'ingénieur études de développement, donc toujours à Atos. Donc, en tant qu'ingénieur, donc je travaille sur la partie support, donc support niveau 1, support niveau 2, en faisant le monitoring des ressources, donc l'automatisation également avec des outils comme RPA, donc avec le scripting également. Je gère également donc, tout ce qui est provisionnement parce qu'on faisait un petit peu du cloud. Donc, par la suite, j'ai voulu avoir donc, une expertise dans le domaine du cloud. Je me suis lancé donc, vers une nouvelle aventure avec le groupe Baobab, donc, où j'ai rencontré également Moustapha et d'autres. Donc, j'étais responsable infra, je gérais tout ce qui est optimisation des coûts dans le cloud, tout ce qui était provisionnement des ressources dans le cloud, tout ce qui était également donc, système, donc installation donc, d'instances, donc configuration,
mise en place de plans de backup pour assurer donc la reprise d'activité des applications après sinistre. Mais également, donc, je participais donc, en donnant mon avis par rapport à l'architecture donc, que nous avions donc, au sein de Baobab. Mais il y avait une partie qui me manquait, c'était la partie automatisation de l'infra. Parce que là-bas, on faisait donc énormément de tâches manuellement. Bien vrai que j'utilisais donc du scripting avec AWS CLI, mais j'avais donc des échos sur des outils d'infrastructure as a code comme Terraform, donc, ou bien donc, des outils d'infrastructure as a code intégrés à AWS comme CloudFormation. C'est dans ce cas de figure que je me suis que j'ai eu une opportunité donc de rejoindre une ESN ici en France. Donc j'ai saisi cette opportunité-là. Donc j'ai été débauché donc en mars 2022 par Insyncom, qui est une ESN donc qui donc travaille donc sur différents domaines, par exemple le cloud. Donc et ma première mission c'était à Prisma Media. Donc c'est un client final donc qui s'active sur tout ce qui est média. C'est eux qui gèrent tous les sites web, comme par exemple Femme Actuelle, Capital.fr. Donc, j'étais ingénieur DevOps Cloud. Donc, j'avais comme rôle, par exemple, le maintien de la chaîne CI/CD. Donc, bien vrai que j'intervenais plus sur la partie run, pas sur la partie build. Donc, je gérais également tout ce qui est automatisation et le provisionnement des ressources, mise en cache avec Akamai, optimisation également des coûts, tout ce qui est également donc troubleshooting, donc côté système, c'est-à-dire support. Et ma seconde mission, c'était à Ingenico, c'est eux qui gèrent tout ce qui est donc paiement sans contact. Donc, je gérais tout ce qui était donc la partie run par rapport aux tickets qu'on créait, donc des alertes par rapport au CPU, par rapport au RAM, donc des redimensionnements à faire donc côté disque, s'il y a par exemple des baisses de performance au niveau des instances. Je gérais également la partie build avec le déploiement. Donc, avant de faire un déploiement, on faisait par exemple des tests after deployment, donc sur une application thème, donc qu'on utilisait pour effectuer des actions depuis par exemple un appareil par exemple de paiement sans contact. Donc là, on faisait des tests after deployment, before deployment du moins. Donc, avant le déploiement, on fait un backup de la base de données. On fait également donc un backup donc, de l'espace de stockage EFS. Donc, après, pour faire le déploiement, on crée un tag donc, au niveau de GitLab. Donc, une fois que c'est OK, on build par exemple les jobs par rapport aux environnements donc spécifiés donc, qui devaient concerner par exemple le déploiement. Ça peut être par exemple en recette, rec 1, rec 2, rec 3, ou bien en NT, ou bien en prod. Donc, pour des bonnes pratiques, on déploie d'abord dans les environnements de recette, dans les environnements par exemple d'NT ou bien de pré-prod. Donc, et ensuite, si tout est OK, on passe donc dans l'environnement de prod. Donc, une fois le déploiement est OK, on essaie donc de se connecter, pas de se connecter du moins. Donc, on essaie d'accéder au site web de l'application thème pour voir, par exemple, si la version est prise en compte. On essaie de faire des tests after deployment. Donc, si tout est OK, donc on avise les développeurs pour que de l'autre côté également, qu'ils fassent des tests. Donc, en grosso modo, donc c'était ça. Donc, mon expérience, mon parcours, donc plus dans la partie quand même AWS, plus dans la partie également automatisation, plus également dans la partie optimisation des coûts et proposition donc de solutions, donc qui permettent en général donc d'améliorer les performances côté infra, mais également de permettre une continuité d'activité des applications qui sont dans le cloud. Très bien, merci Mohamed Lamine Diop. Je vais dire aussi que tu as été mon mentor et mon formateur en cloud AWS. Donc, tu m'as formé et on collabore depuis plus de 4 ans. Et c'est un gars très, très expérimenté dans le domaine. Donc, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Donc, les autres, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, moi, je pose la première question. Si vous avez des questions, vous pouvez vous signaler et poser votre question. Allô? Oui, bonsoir Abdoulaye. Oui, bonsoir Mohamed Lamine Diop. Bonsoir. Merci aussi pour cette présentation. Merci.
de votre expérience que vous nous avez faite. Donc, Merci. tout à l'heure, au début, je pense que Fabioro avait dit que tu étais, je pense, tu avais une école comme Ratel qui fait une formation sur cloud et DevOps. Et je voudrais savoir, est-ce que vous dispensez les cours en ligne ou bien en présentiel? Est-ce que aussi il y aura moyen pour que nous puissions avoir accès maintenant à la formation que vous dispensez là-bas, quoi? J'ai pas bien entendu ta question, Ablaï. Bon, donc, Fabiola avait dit au début que vous gérez une école de formation sur le cloud et sur cloud, je pense bien, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon, je voudrais savoir, est-ce que les cours que vous dispensez là-bas sur cloud sont en ligne, quoi? OK. Donc, c'est pas une école, c'est des sessions de formation en général que je lance régulièrement. Ces sessions de formation donc, portent sur tout ce qui est donc, les fondamentaux liés au cloud pour au final vous permettre d'avoir la certification, de passer donc, et de réussir la certification AWS Cloud Practitioner. Donc, ces sessions de formation sont en ligne. Donc, il y a Mohamedan également qui avait participé, il y a Ngour également qui avait participé. Effectivement. Donc, ouais. Donc ça vous permet d'avoir les basiques. Donc, et au final, de pouvoir être prêt quand même pour faire la certification AWS Cloud Practitioner. D'accord, je comprends mieux maintenant. OK, merci beaucoup. Merci. Allô, coach? Allô, oui, Ngor. OK, déjà, merci vraiment pour le partage d'expérience. C'est très riche et vraiment, c'est très clair également par rapport à en tout cas, la partie pratique. Hein. Moi, j'ai quand même une question qui sera un peu plus, dans les détails. Je ne sais pas, en fait, dans lesquelles démissions, je ne sais pas si c'est à Baobab ou dans les SEM Enfants, tu as parlé un peu de gestion de la chaîne CI/CD. Ouais. OK, j'aimerais juste, en fait, si tu pouvais revenir sur les détails, un petit peu comment ça marche et comment tu collabores avec les développeurs et est-ce que vous mettez d'abord la chaîne et vous laissez les développeurs de mettre à jour les artefacts ou bien vous gérez tout jusqu'à la fin? Comment ça marche un peu dans les détails, en fait? Ouais. Donc, moi, en fait, par rapport à cette mission-là, c'est nous qui faisions tout de bout en bout. Donc, quand j'avais intégré cette mission-là, il y avait vraiment 2 DevOps. Donc, qui étaient des experts. Moi, j'avais vu une de tes publications, tu avais mentionné Gadjoga et moi par rapport au fait de sortir, d'aller à l'étranger, donc de découvrir. Parce que quand j'étais à Baobab, j'étais responsable à infra. Donc, Mamadou en savait quelque chose, donc je proposais et tout. Mais quand j'étais venu en France, pour cette première mission-là, les gars exploitaient au maximum donc, les services cloud. Il y avait des DynamoDB, il y avait des Elasticache. Donc, il y avait également CloudFront, parce que quand on parle d'application, on parle de performance. Et côté performance, on peut jouer, par exemple, sur plusieurs niveaux. Côté, par exemple, base de données, il y a les read replica. Côté base de données également, il y a la mise en cache. Côté EC2 également, il y a la mise en cache qu'on peut faire, soit avec CloudFront ou bien avec Akamai, donc qui n'est pas un service donc, intégré au cloud. Mais, donc, comme on avait énormément de domaines sur Akamai, raison pour laquelle on a conservé Akamai pour les redirections, donc pour la mise en cache, c'est à peu près identique comme Route 53, mais qui intègre des fonctionnalités de mise en cache. Donc, bref, par rapport à la chaîne CI/CD, nous, en général, ce qu'on fait, parce que là-bas, c'est vraiment des DevOps qui étaient expérimentés. Donc, quand j'étais venu, moi, j'avais pas grand-chose à dire. Dans les réunions, je n'intervenais pas trop. Parce que vraiment, là, j'étais dans un environnement où j'étais entouré d'experts. Parce que chacun avait 10 ans d'expérience, moi, j'avais 4 ans d'expérience. Donc, vous voyez. Donc, les gars, moi, à un moment donné, c'est là où j'ai su, dans le milieu professionnel, il y a certaines personnes qui sont vraiment sûres, fiables. Quand ils disent quelque chose, ce n'est pas la peine d'aller chercher sur le net pour confirmer. S'ils disent quelque chose, ça, c'est vrai. Des fois, je pouvais rebondir, par exemple, dans les canaux pour
proposer une solution d'un développeur. Un DevOps rebondit pour me dire Diop. Donc, c'est mieux qu'on fasse ça ou ça ou ça. Alors que je propose une solution. Est-ce que vous voyez? Je propose une solution, l'ingénieur DevOps. Parce que l'ingénieur DevOps, c'était un ingénieur qui avait toutes les casquettes. Il était DevOps, il était Run, il était donc architecte. On n'avait pas d'architecte. C'est eux qui, parce que moi, j'avais un responsable infra qui était dans la partie Run, mais les ingénieurs DevOps pouvaient faire ce que mon responsable infra Run faisait. Alors, nous, c'est là-bas où j'ai eu à utiliser GitLab. GitLab, c'est extrêmement important pour un ingénieur DevOps parce qu'il y a les derniers commits à supprimer, parce qu'il y a la commande rebase également, donc à utiliser. Donc, il y a également différentes actions à faire. Donc, s'il y a des erreurs, par exemple, côté GitLab, il y a des corrections à faire. Donc, tu peux corriger. Donc, si tu as, par exemple, la main sur les commandes Git, donc tu peux effectuer des corrections facilement. Mais si tu n'as pas la main, tu auras des soucis. N'est-ce pas? Tu peux faire un push, par exemple, d'une fonctionnalité. Et tu as fait une erreur, par exemple, en pushant la mauvaise fonctionnalité. Comment effacer, par exemple, cette fonctionnalité dans GitLab en gardant l'historique ou bien en ne pas gardant l'historique? Donc, nous, ce qu'on faisait, si un développeur, par exemple, on crée une fonctionnalité, une feature, parce qu'on utilisait Terraform pour provisionner des ressources dans le cloud, un outil d'infrastructure as a code. Donc là, ce qu'on faisait, nous de notre côté, on partait de la branche Develop et on crée une branche Feature at S3. Donc de là, donc, si on écrit, par exemple, on peut écrire, par exemple, un code Terraform qui vise à créer la fonctionnalité donc, S3. Donc, une fois que c'est OK, on push, par exemple, cette fonctionnalité-là dans la branche Feature at S3. Donc, le responsable infra, qu'est-ce qu'il va faire avec les deux DevOps? Il va faire un code review, en général les mardis et les jeudis. S'il voit que le code est OK, il valide avec un pouce bleu. Donc, moi, également, j'étais chargé de faire des releases. Les releases, c'est quoi? Je vais essayer de prendre toutes les fonctionnalités donc, qui ont été développées par moi ou bien les deux ingénieurs DevOps ou bien mon responsable infra. J'essaie de les merger de la branche future ou bien des différentes branches futures vers, par exemple, une branche Develop. Donc, depuis la branche Develop également, je merge vers la branche donc Master. N'est-ce pas? Donc, de là, le code sera visible par donc l'ensemble des développeurs, donc toute l'équipe infra. Mais par rapport à la chaîne CI/CD, donc nous avions mis en place, par exemple, une chaîne CI/CD en utilisant donc GitLab CI, en utilisant également une registry Docker, en utilisant donc également les instances donc dans lesquelles il y a des conteneurs, par exemple. Donc, nous, si un développeur, par exemple, fait un push de son code, automatiquement, donc dans GitLab CI, il y a un job qui s'exécute. Donc, l'idée, c'est quoi? Parce que je n'intervenais pas trop quand même dans cette partie-là. Mais il y a un job, par exemple qu'on avait écrit, par exemple, dans GitLab CI. Donc, qui, par exemple, va s'exécuter, va empaqueter, par exemple, parce que dans le GitLab CI, par exemple, il y a par exemple, on spécifie donc une image, donc avec le repo, donc registry Docker, etc. Donc, de là, il va, par exemple, builder un job. Donc, va prendre, par exemple, une version de l'image. Avec cette dernière version-là, il va le pusher, par exemple, dans un registry Docker. Et depuis cette registry Docker, donc, il y aura, par exemple, un pool de cette dernière version de l'image qu'on va déployer. Donc, cette dernière version de l'image, en général, on l'appelle l'image Golden, qu'on va déployer, par exemple, au niveau des instances, dans lesquelles il y a des conteneurs pour avoir, donc, la dernière image, par exemple, avec les mises à jour, donc, et tout, donc, qui sera déployée dans les instances, en fait. D'accord. C'est très clair. Heureusement, parce qu'on vient même de terminer la partie Git avec Mohamed, mais exactement ce qu'on a fait. Il a simulé parfois des conflits à gauche, à droite.
Ok, Machallah. mais dans le côté technique, je ne vais pas intervenir là-bas. Donc, Moustapha Inch'Allah, serait effectivement. mieux placé parce que là-bas, j'étais plus donc run que DevOps, Ok, 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 n'est-ce pas? ok. Mais Ok, on fait un push, les développeurs font un push, donc automatiquement, donc ça va dans le job, donc GitLab. Parce que dans GitLab ou bien dans Jenkins, tu peux définir par exemple des cons pour automatiser par exemple l'exécution, donc soit suite à un push ou bien par exemple chaque 1 minute, donc etc. Donc là-bas, il va exécuter par exemple un job, donc empaquette l'image, l'envoie dans une registre Docker. Depuis la registre Docker, il va faire donc un pull pour récupérer la dernière version de l'image qu'on appelle l'image golden, qui sera déployée au niveau des instances. D'accord, ça marche. N'est-ce pas? Donc cette image-là contient les dernières dépendances de soit Python ou bien Laravel, etc., etc. Ok, ok, ça marche. Non, c'est clair. Merci pour cette partie-là. J'ai une deuxième question. Ouais. Dans ton allocution également, j'ai entendu pas mal de backups que vous faites en général, parmi lesquels j'ai entendu backup de l'espace de stockage, EFS. C'est le service d'AWS ou bien c'est EFS, c'est un service de stockage, donc fichier, donc qui est utilisé par AWS. Ok, ok, d'accord. Donc, c'est un service de stockage fichier. Mais je rappelle que pour cette mission-là, la chaîne CI/CD, donc on intervenait. Donc, nous, infra, on intervenait plus. Mais il y a, par exemple, une entreprise au Sénégal. Je fais une consultance là-bas. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est les développeurs qui gèrent, par exemple, la partie Jenkins. Donc, là, nous, s'il y a, par exemple, déploiement, à UKO, Kairos, IKO, Kairos, etc., ce qu'on fait, on se connecte dans Rundeck, on spécifie la version, n'est-ce pas? Donc, une fois que c'est OK, on met les configs nécessaires. Une fois que c'est OK, on exécute le job. Donc, le job, ce qu'il va faire, il va récupérer, par exemple, dans le compartiment, le WAR ou bien le JAR qui est déposé en général par les développeurs. Et depuis, par exemple, le compartiment, il va récupérer la dernière version du WAR ou du JAR et effectuer le déploiement au niveau du serveur. Donc, on l'automatise sur plusieurs serveurs en utilisant Rundeck. Ok, d'accord. Ça marche. Et effectivement, ouais, à Ingenico également, c'était la même chose. Quand on crée le tag, après les backups, etc., on crée le tag. Donc, on lance le job. Donc, depuis GitLab CI, automatiquement, il va dans un compartiment, récupérer par exemple le RPM, donc la dernière version, et le déployer par exemple sur les environnements concernés. D'accord, ça marche. C'est très clair. Et une dernière question, c'est par rapport à l'optimisation des coûts. En général, bon, comment ça se passe en fait, quoi, la partie de dimensionnement, etc. Parce que moi, personnellement, quand même, j'ai fatigué un peu quelques administrateurs de flux où ils ne faisaient pas bien le dimensionnement quand même, j'avoue ça, parce que tout le temps, on avait des problèmes de capacité quand on fait des dev.h, on savait que réellement rien ne se passait. Et ils te disaient qu'on a augmenté, mais on n'arrivait même pas à voir, ou bien quand ils augmentent, c'est pas le bon dimensionnement. On revenait sur la même chose, en fait, quoi. En fait, c'était quoi votre système pour optimiser tout ça, pour que les développeurs ne reviennent pas tout le temps vers toi en te disant que non, mais on n'a pas de capacité, ou même vous, chez vous, vous vous assurez qu'on a vraiment les capacités nécessaires, en fait, quoi. OK. Partie surtout redimensionnement et optimisation des coûts. Très bien. Donc, là, la première chose que je vais dire, je vais échanger, par exemple, avec vous par rapport à des conseils qu'on peut faire, qu'on peut utiliser sur AWS. Après, je vais vous donc, parler d'un cas d'usage. Donc, par rapport aux recommandations que je vais vous faire, c'est moi, si un développeur, par exemple, veut déployer une application, bon, il faut que je sache c'est quel type d'application. Est-ce que c'est une application qui a des besoins en mémoire? Est-ce que c'est une application qui a des besoins en CPU? Est-ce que c'est une application qui a des besoins équilibrés en CPU et en RAM? Donc, par rapport à ça, il y a des familles, par exemple, d'instances qui répondent à ces besoins-là. Il y a les instances R, il y a les instances M, il y a les instances T, n'est-ce pas? Donc, les instances T sont des instances éclatables. Les instances M, si je ne me trompe, sont des instances qui, ont qui sont utilisées pour des applications qui ont des besoins en mémoire. Les instances R
Donc, pour les applications donc, dont on peut déployer sur des instances, par exemple, et ces applications-là ont des besoins en CPU, etc. Donc, par rapport donc, aux différentes caractéristiques d'une application que je veux déployer, il y a une famille d'instances adéquate qui répond à mon besoin. Donc, de là, je peux choisir, par exemple, une famille d'instances, spécifier donc, un CPU, et par exemple, ou bien 2 CPU, ou bien par exemple, une quantité en RAM, et je mets à disposition cette instance au développeur. Le développeur, la première chose qu'il va faire, donc faire des configs, etc., et essayer de déployer. Donc, moi, de mon côté, je peux voir, par exemple, les performances donc, de cette ressource-là. Donc, en CPU, est-ce que le CPU est surutilisé? Parce que le développeur, il sait, par exemple, si l'instance est surutilisée ou pas. Et dans AWS, il y a, par exemple, AWS Trust Advisor qui te donne des recommandations. Et dans les recommandations, tu peux voir, Trust Advisor peut te fournir, par exemple, un onglet où tu verras quelles sont les instances qui sont surutilisées, quelles sont les instances qui sont sous-utilisées, et donc, la manière dont tu dois redimensionner, par exemple, pour passer de tel type d'instance à tel autre type d'instance, donc, et combien d'économies feras-tu mensuellement? Mais le développeur, moi, j'ai rencontré, par exemple, un cas où on utilisait une application Kairos, Kairos IAM, pour l'établissement IAM. Donc, à chaque fois, le site est inaccessible. À chaque fois, en une journée, le site peut être inaccessible 3 à 4 fois. Donc, on fait une réunion. Une semaine, on effectue. À chaque fois, si c'est down, on redémarre. Si c'est down, on redémarre. Si c'est down, on redémarre. Donc, IAM n'était pas content, n'était pas satisfait. Il nous a fait une remontée, tac, 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 etc. Donc, nous également, de notre côté, on a fait une réunion avec les développeurs, avec les lead dev. Donc, on a échangé et tout. Le responsable infra dit, ouais, etc., on doit mettre en place un load balancer, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, un load balancer a besoin d'au moins 2 instances pour équilibrer le trafic. Et là, si on regarde en termes coût, c'est une perte. Moi, je leur dis, si c'était moi, mieux vaut ne pas se lancer vers un load balancer et essayer de redimensionner. Donc, on était à du T3 nano, je ne sais pas, on est passé de T3 nano, si je ne me trompe, vers un T3, etc., médium, je ne sais pas. Donc, on a augmenté, donc en plus un CPU et par exemple 2 ou 3 gigas de RAM. Donc, une semaine après, donc, il n'y a pas eu d'arrêt, donc, ou bien d'indisponibilité du site Kairos IAM. Ok. Et en général, nous, quand on reçoit, par exemple, un besoin par rapport à une application, on nous liste, par exemple, les caractéristiques de cette application en CPU, RAM, etc., etc. Après, on essaie de voir, par rapport aux familles d'instances, quel type d'instance choisir, mais on ne va pas choisir, par exemple, un type d'instance tout au début avec énormément de CPU, énormément de RAM. On va partir sur du min d'abord. On essaie de voir les performances via le dashboard, donc de notre outil de monitoring, Grafana, etc. Et voir si cette instance est surutilisée ou pas. Donc, nous, de notre côté, on le sait, mais l'équipe infra a pour rôle également d'optimiser en termes de coûts. Raison pour laquelle on essaie de gérer avec le minimum d'instances pour voir est-ce que tu arrives à t'en sortir. Si tu insistes une fois, on essaie par exemple de faire une petite augmentation ou bien on essaie de dire ok, il n'y a pas de souci. Si tu insistes une deuxième fois, on essaie de faire le nécessaire pour soit donc augmenter les IOPS, passer de 3000 à 4000 ou bien de 4000 à 6000, tout dépend. Donc, en général, pour améliorer les performances par rapport à une machine physique, on redimensionne, par exemple, le disque. Si on avait un disque de 1 Tera, on va passer à un disque de 2 Tera. Si on avait un disque de 500 Gigas, on va passer à 1 Tera pour améliorer les performances. Des fois, quelqu'un d'autre peut dire, moi, je vais augmenter la barrette RAM. Donc, il y a plusieurs manières, par exemple, de dimensionner. Donc, de redimensionner une instance pour améliorer les performances. Mais nous, de notre côté, on doit avoir une visibilité sur le dashboard. De là, on verra si l'instance est surutilisée ou pas. Et donc, l'équipe dev doit insister, en général, pour que le redimensionnement soit fait. Mais également, les plans log rotate, donc les politiques de rotation des logs, côté disque également, doivent être mis en place.
pour supprimer les logs chaque 10 jours. Donc, les logs qui ont donc plus de 10 jours ou bien plus de 15 jours. Donc, ça permet, par exemple, de libérer l'espace disque. D'accord, d'accord. Non, c'est clair. Machallah. En tout cas, ñu ngi lay jaajëfalaat. Merci, Ngor. Merci déjà, Coach Ngor Seck, pour ces questions très pertinentes. Et merci à Mohamed Lamine pour ses réponses. C'est un débat très passionnant, je trouve, et il y a beaucoup de choses à apprendre. Les autres, avez-vous des questions? Oui, bon, moi j'ai des questions. Donc, merci Lamine pour la présentation. Donc, bon, moi j'ai quelques questions sur les instances. Je vous ai entendu parler tout de suite d'instances. Donc, en fait, j'ai constaté en entreprise, parfois, les DevOps mettent down certaines instances. C'est-à-dire, on a des instances qui sont en cours. Peut-être on peut rester, voilà, quelques temps sans l'utiliser. Bon, il désactive cette instance parce que, bon, je comprends aussi, voilà, pour le coup, côté AWS et tout ça. Mais est-ce que c'est possible, en fait? Ça, c'est un débat que j'ai parlé avec un DevOps, mais bon, il ne m'a pas encore donné de solution. Est-ce que c'est possible, en fait, si on met down une instance, c'est-à-dire si un développeur tape sur cette instance, directement, ça sera réactivé automatiquement. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible? Par exemple, je dis, voilà, j'ai quelques endpoints qui se trouvent dans une instance. Maintenant, voilà, les DevOps, ils ont l'habitude, bon, je les constate personnellement, bon, en entreprise, chaque fois, j'appelle les DevOps pour qu'ils réactivent certaines instances, voilà, qui sont dans l'environnement Dev ou IAT. Mais en fait, je voulais demander si c'est possible, côté DevOps, de gérer cette instance. Dès qu'il y a des requêtes qui sont envoyées, il sera réactivé. OK. Je sais pas. Là, est-ce que c'est possible? Là, est-ce que c'est possible? Parce que l'idée, c'est quoi? Les développeurs, les DevOps, en général, les ingénieurs infra, qu'est-ce qu'ils se disent? Je ne peux pas avoir 100 instances en cours d'exécution sur 100. Si j'avais 100 instances dans mon infra, je ne peux pas avoir 100 instances en cours d'exécution. C'est une perte. Ils vont se dire, il y a des instances qui sont dans les environnements de recettes ou de labs. Il y a des instances qui sont dans les environnements de prod. Donc, pour optimiser les coûts, je vais mettre en place une politique d'automatisation qui vont arrêter certaines instances de lab ou de recettes à 19h ou bien à 20h et de les redémarrer à 8h. Mais pour les instances de prod, donc, on ne va pas les toucher parce que dans ces instances, il y a des applications qui sont déployées et qui doivent tourner H24 sans interruption. Alors là, ils peuvent remarquer que par rapport aux instances qui s'arrêtent à 19h et qui démarrent à 8h, il y a par exemple 2 ou 3 instances où il n'y a pas d'activité. Ces instances donc, ne sont pas sollicitées. Ils peuvent rester 2 ou 3 jours. Donc, les devs ne vont pas l'utiliser pour travailler. Donc, je les arrête. Mais si on les arrête, est-ce qu'il y a possibilité d'automatiser de telle sorte qu'à chaque fois donc, que quelqu'un envoie une requête à destination de cette instance, automatiquement, cette instance soit up? Je ne pense pas. Le plus simple, c'est de dire au DevOps de vous donner les autorisations d'allumer et donc d'arrêter l'instance. S'il vous donne, par exemple, la possibilité de démarrer, qu'il vous donne la possibilité de démarrer, s'il vous donne la possibilité de démarrer une instance, automatiquement, même si vous la démarrez à 19h, il va l'intégrer dans l'écran pour qu'il s'arrête à 19h. Donc, la seule chose qu'il peut vous faire, qu'il peut vous mettre à votre disposition pour ne pas se fatiguer, c'est de vous donner, par exemple, le droit de démarrer cette instance. Uniquement cette instance. Il a cette possibilité-là. Ok, non, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'arrive chaque semaine. Hein, chaque semaine, parce qu'en fait, on travaille sur des plateformes, sur des projets où il y a beaucoup d'instances. Voilà. Tu peux rester c'est vrai, hein, tu peux rester 2 semaines sans l'utiliser. Mais en fait, il faut toujours que tu l'appelles pour faire. Bon, je l'avais demandé si c'est possible. Là c'est une bonne pratique. Hein. Il faut toujours interpeller l'équipe infra pour démarrer. Ça, c'est vrai. Mais si c'est de manière récurrente, donc mieux vaut qu'il te donne la possibilité. Donc, en général, il peut le donner au lead dev. C'est une bonne pratique pour que toi, tu passes par le lead dev pour qu'il te démarre donc uniquement cette instance. Ok, d'accord. Donc, en général, les leads peuvent avoir cette possibilité-là. Ok, c'est bon. Merci Moustapha, tu as levé la main? Oui, effectivement. Bon, c'est une question donc assez intéressante. Hein. Et c'est vraiment très problématique pour toutes les personnes en fait aujourd'hui qui utilisent Oui, c'est vrai. le coût des instances.
En fait, le problème se pose, c'est que AWS, si tu ne maîtrises pas en fait les services, facilement tu peux trouver 50 000, 100 000 dollars C'est de vrai, trucs. Facilement, effectivement. facilement. Facilement, Parce ouais. que la Ok. gestion n'est pas bonne. Maintenant, en fait, pour le coup en fait, des services, c'est une question que je me suis moi-même posée. Parce que j'ai une fois eu un client qui par exemple, utilise une application, donc, mais l'application, il ne l'utilise pas tout le temps. Mhm. Donc, pour optimiser, ce que je faisais, c'est que le vendredi, j'éteignais le serveur parce que je me disais que le samedi, il ne travaille pas. N'est-ce pas? Il travaille un samedi sur deux. Donc, Mhm. le samedi où il ne travaille pas, je l'appelle ou bien je lui envoie un WhatsApp pour lui dire écoute, je vais éteindre à 20h. J'éteins le serveur et le dimanche, je le redémarrais. Bon, Mhm. comme moi, je me lève pas tôt, donc je le redémarre le dimanche avant de me coucher pour qu'ils Mhm. puissent travailler. Mais le problème, Ok. c'est que j'ai rendu compte que même en pleine journée, des fois, ils peuvent rester, par exemple, toute une après-midi sans utiliser l'application. On Donc, je me utilise, suis ouais. posé la question de savoir est-ce qu'il y avait une solution. La Mhm. solution que j'avais trouvée, c'est que je vais migrer l'application sur une autre plateforme que AWS qui s'appelle. Mhm. Attends, j'ai oublié le nom Mhm. en fait, c'est une plateforme facture as a code, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une plateforme un peu comme Lambda, Ok. où je mettais seulement le code et donc eux, ils me géraient que pendant au bout d'une heure de temps, si Mhm. l'application n'est pas up, donc en fait, Mhm. il y a personne qui a fait de requête dessus, Mhm. euh, ils vont l'éteindre. Ils vont En fait, l'éteindre, ok. ils vont le mettre un peu en veille. Donc, la première requête qui revient appeler une heure, Mhm. ce sera un peu lent, Mhm. mais disons qu'il va faire un wake-up de Mhm. l'instance et il va redémarrer. Mhm. Bon. Donc, Ok. Ouais. pas eu le temps de regarder comment ils l'ont fait. Donc, la seule solution que j'ai trouvée sur AWS, c'était utiliser les load balancers avec comment ça s'appelle encore? Je suis fatigué aujourd'hui, avec du truc horizontal. Euh, Avec le load euh, balancer. et Mise en mettre, échelle. comment? La mise en échelle. À la mise en échelle et mettre un minimum à zéro. Bon, je ne l'ai jamais testé. Ah, mais- Et ouais, ça c'est possible. il met un mise en échelle à zéro. Et Ouais, donc, à ce que lui-même, en fait, quand il va voir que le système est carrément n'est pas utilisé, lui-même, il va l'éteindre. Et il va donc, l'éteindre, ouais, c'est il vrai. va avoir une requête sur le load balancer. Il va mettre un Uh-huh. wake-up sur, Uh-huh. il va démarrer une instance. Et voilà, en Mhm. fait, lancer le truc. Mais j'ai jamais testé Ouais, ça. J'ai jamais ouais, testé. ça c'est une très bonne idée, hein. C'est une J'avais solution. pas pensé à ça. C'est une J'avais pas solution. pensé à ça. Ouais, ça peut passer. Il faut tester pour confirmer. Si ça Ça marche peut bien, passer. ça va passer. Mais aussi, comme tu l'as dit aussi, il y a les solutions d'utiliser une fonction, une sorte de Chrome, en fait, pour créer une fonction lambda qui, par Ouais, exemple, Lambda avec Eventbridge. fonction créer lambda Mhm. et lambda lui-même qui va gérer en fait le truc. Maintenant, si tu ne peux pas utiliser lambda, Ouais, bon, voilà, on peut créer des clones sur AWS, je pense, en fait, ok. des patchs qui vont éteindre les machines, en fait, disons, qui vont les éteindre à 20h, les démarrer le lendemain à 7h, ce Ouais, genre de trucs-là, quoi. En fait, il y a des solutions pour. effectivement. Et donc, Effectivement. le week-end, en fait, le lundi matin, tant que la personne n'a pas demandé, bon, voilà, tu ne Mhm. démarres pas. Et Ouais, les c'est jours, vrai. voilà, tu démarres ou bien tu arrêtes automatiquement. En fait, il y a beaucoup de solutions, mais je pense Ok, qu'en fait, voilà, en fait, il faut maîtriser, comme je l'ai dit, il faut maîtriser les services, c'est surtout c'est maîtriser vrai. les services et maîtriser l'application. C'est la meilleure Mhm. façon, en fait, de ne pas dépenser beaucoup d'argent sur le cloud. Effectivement. Donc, maîtriser les services, maîtriser l'application. C'est vrai, effectivement. Ouais, Très bien. merci beaucoup pour les explications. Merci Merci. beaucoup, Mustapha. Très Voilà, c'est bien. très, très Merci beaucoup. clair. Et il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées. Je pense que toutes ces Mhm. solutions aussi peuvent être utilisées. Juste essayer d'avoir l'excellence sur le plan opérationnel et la performance et la réduction des Mhm. coûts, comme les pliés Effectivement. de, voilà, de AWS Mhm. vers Architecture Tool, Mhm. du cadre bien architecturé. Y Mhm. a-t-il d'autres questions?
Bon, moi, je vais poser des questions beaucoup plus générales avant de laisser Mohamed Moustapha Kamara pour qu'il puisse continuer le cours parce qu'il a son programme à terminer aussi directement. Donc, euh, personnellement, je poserai des questions sur les principaux défis et opportunités que vous avez eu à rencontrer lors de votre parcours professionnel en tant qu'ingénieur DevOps Cloud. Donc, les défis et les opportunités, bon, il y en a beaucoup. Hein. Moi, la première chose, en général, ce que je conseille à mes étudiants, c'est quoi? Occuper, par exemple, un poste, c'est bien. Mais être donc, sur la veille technologique, donc, être en mesure, par exemple, de s'auto-former, c'est encore mieux. Donc, moi, si je me rappelle, à Atos, on faisait du support L1, hein, on faisait le monitoring, on faisait seulement ça. Mais on avait un chef de projet qui voyait grand, un chef de projet qui nous disait, on doit vous fixer des objectifs. Moi, je vais vous fixer des objectifs sur le cloud, sur Linux et sur le cloud. Nous également, on s'est formé sur le cloud, par rapport aux fondamentaux, par rapport à l'architecture, par rapport à la partie sécurité, mais on ne s'est pas arrêté là. On a visé donc les certifications. Et on avait un professeur qui nous disait, si j'avais un ingénieur cloud et j'ai un certifié CCNA, je choisis celui qui est certifié CCNA. Donc, par la suite, je me suis lancé vers les certifications. Donc, avec les certifications cloud, j'ai eu énormément d'opportunités parce qu'avec Gadjaga, effectivement, donc, on travaille ensemble sur les cohortes AWS Restart. J'ai eu également à former des étudiants donc, sur plusieurs cohortes au Sénégal, au Mali. Donc, au Mali également, je travaille avec Gadjaga. Donc, pour 3 cohortes ou 4 cohortes. En Côte d'Ivoire, on travaille en ce moment pour 3 cohortes. Et à travers mes certifications également, ici en France, donc, j'ai dispensé des cours donc, à Zenome Factory, donc un cours de Cloud Azure. Et à travers mes certifications également, en ce moment, je dispense des cours au Bachelor 2 et donc à une classe de Master 2 ici à Paris, à EFRE, qui est une excellente école de formation. Donc là, des opportunités, j'en ai. Donc, alhamdoulilah, à travers les certifications. Et moi, ce que je vois, par exemple, que tu sois jeune, que tu sois, par exemple, âgé, il faut croire en soi. Il faut être motivé, il faut croire en soi. Parce que les étudiants, en général, s'ils voient que tu es jeune, ils essaient de voir ce que tu proposes. Et si tu les forces à aller vers l'avant, à être une personne, par exemple, qui croit en soi, à être une personne, par exemple, qui vise loin, qui a des objectifs, et qui, par exemple, essaie d'échanger avec les étudiants sur les attentes dans le milieu professionnel. Là, il se dit, par exemple, le gars, ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Et donc, dans le cloud ou bien du DevOps, moi, je vous dis que soit en France ou bien au Sénégal, il y a énormément d'opportunités. Là, je suis dans une boîte là-bas en consultance, mais ils ont donc besoin d'un ingénieur DevOps pur parce qu'il y a une partie, par exemple, à automatiser. N'est-ce pas? Moi, je suis plus donc responsable infra. Donc, on a besoin, par exemple, d'une personne qui donc, interagit avec les développeurs donc, et avec, par exemple, moi, donc responsable infra. Donc là, la tendance en ce moment, c'est l'automatisation. La tendance en ce moment également, c'est le cloud. Donc, si vous avez les bases sur le cloud, vous pouvez avoir donc énormément d'opportunités. Mais il faut croire en vous, il faut être ambitieux et il faut essayer de voir loin. Merci Mohamed pour cette réponse. La deuxième question que je vais poser, c'est quels sont les outils que vous utilisez souvent dans le cloud, les outils DevOps que vous avez à utiliser dans le cloud, vu que vous utilisez le cloud AWS pour vos infras?
Bon, par rapport aux outils DevOps, j'utilise GitLab CI. Ansible, donc c'est dans notre environnement, donc on n'effectue pas beaucoup d'actions quand même là-dessus avec Ansible, plus dans la partie DevOps. Donc on utilise GitLab, on utilise par exemple Jenkins, bien GitLab CI. Donc les conteneurs, parfois on travaille là-dessus et tout. Dans le cloud également, donc j'ai touché à énormément de services, donc que ce soit des services orientés base de données, des services orientés réseau, des services orientés sécurité, des services orientés aux disponibilités, donc optimisation des coûts. Par rapport également aux outils d'infrastructure as a code, là j'utilise Terraform. Donc Terraform ou bien AWS CLI, donc pour le scripting. Mais Terraform donc, est l'outil que j'utilise le plus donc, pour provisionner automatiquement les ressources dans le cloud, que ce soit dans le cloud AWS ou bien dans Azure. Oui, Alpha? Alpha, tu peux y aller. Oui, Alpha, tu as levé la main. C'est bon? Bon, apparemment, Alpha a un problème de micro. Donc, Ok. une dernière question avant de laisser la parole à Alpha. Donc, selon vous, quelles sont les compétences techniques et interpersonnelles à avoir pour bien évoluer dans le domaine DevOps, avoir une carrière en tant qu'ingénieur DevOps? Bon, moi, un ingénieur DevOps doit être une personne qui maîtrise la ligne de commande. Parce que tu travailles avec Docker ou bien que tu travailles par exemple avec Kubernetes ou bien tu travailles avec Ansible, tu dois donc avoir la main sur le scripting, la ligne de commande Linux. Tu dois être une personne également ouverte, donc qui sait proposer parce que un développeur, un DevOps en général, tu interagis avec les développeurs. Donc, quand un développeur peut te dire, par exemple, nous avons besoin donc d'automatiser telle tâche, donc parce que là, donc on a du mal, etc., etc., tu essaies de proposer, par exemple, une solution face à cette problématique-là. Donc, tu dois être quelqu'un qui s'auto-forme, qui est à jour donc, sur les technologies. Tu dois être également une personne qui a une visibilité sur la chaîne CI/CD tout de manière globale et être à l'écoute. Donc, savoir échanger avec les développeurs. Les développeurs, en général, sont un peu durs parce qu'ils voient donc chaque fois donc, du côté amélioration. Tu dois être également donc, avec eux dans ce sens, donc améliorer donc, l'existant pour innover, proposer par exemple une solution qui est en général donc, performante et optimale, bien sûr. Voilà. C'est pas facile entre les responsables infra et les développeurs. Donc, Ngo m'a expliqué une fois une histoire sur Afrique par rapport au gars de l'infra. Peut-être il va le partager après avec vous. Alpha? Alpha a posé une question sur la chat. Si vous deviez recommander un seul outil que tout ingénieur DevOps devrait connaître, lequel serait-il et pourquoi? Moi, je ne vais pas dire un seul outil, mais je vais citer deux outils. Je vais citer deux outils. Je vais citer Ansible et Docker. Je vais citer Ansible et Docker. Parce qu'il n'y a pas de fiche de poste pour un ingénieur DevOps où il n'y a pas ces deux outils-là. Ansible, qui est un outil de gestion des configs et tout, le management des configs, et Docker, parce que Docker, ça permet donc d'empaqueter vos applications. Donc, c'est rare de trouver, par exemple, une infrastructure où il n'y a pas de conteneur. Et si tu maîtrises, par exemple, Docker, tu peux avoir la main facilement sur Kubernetes. Donc, Ansible et Docker. Merci. Il y a Baifal qui lève la main. Oui, Baifal, tu peux y aller. Baifal, allez-y. Alors, oui, bonjour tout le monde.
Et je Bonjour. m'excuse aussi du retard. Oui. Bon, j'ai vu la présentation, c'était très intéressant. On vous remercie, Merci. Mohamed Lamine. Merci. Bon, ma question serait de savoir si aujourd'hui, bon, d'accord, allô? Allez-y. Ouais, je vous entends. Ok, Très oui. bien. Bon, je disais aujourd'hui, si moi, en tant que développeur, je voulais un peu, bon, être DevOps, devenir DevOps, peut-être un peu changer de métier, quoi, et aller plus côté DevOps, qu'est-ce que vous me proposerez, quoi? Ouais. Bon, un ingénieur DevOps, un développeur en général, c'est déjà, il a la main sur tout ce qui est code. Et quand tu travailles avec Ansible, tu codes, n'est-ce pas? Donc, tu codes, tu essaies d'écrire, par exemple, du code au format YAML, donc, qui est Oui. un format utilisé par Ansible. Quand tu utilises Terraform également, tu codes. Mhm. Donc, un développeur a l'avantage donc, du code pour utiliser facilement Ansible donc, et Terraform. Mais ce que je te conseille, à travers cette formation, vous verrez Docker, vous verrez Ansible, vous verrez Terraform, vous verrez GitLab. Donc, ce que je te conseille, ne pas te limiter seulement par rapport à ce que vous faites dans cette formation-là, mais aller au-delà. Donc, si on vous donne par exemple un exercice portant sur Terraform, vous réussissez à le faire, allez au-delà, challengez-vous, essayez de relever les défis. Donc, posez des questions à ChatGPT ou bien essayez de voir par exemple des cas d'usage, par exemple, qui sont assez similaires aux projets dans le milieu professionnel, comme Gadjaga et Lengor, il y a certains d'entre vous qui sont en majeure partie dans le milieu professionnel. Donc, essayez par exemple, face à une problématique qu'on rencontre dans le milieu professionnel, d'utiliser Ansible ou bien Jenkins ou bien Kubernetes pour donc résoudre cette problématique-là. Donc, si vous utilisez Terraform, vous créez une instance, un utilisateur IAM, etc. Mais allez au-delà. Donc, utilisez Terraform pour créer un VPC. Depuis le VPC, vous créez vos sous-réseaux, vos instances qui seront rattachées au sous-réseau et au VPC. Et depuis ces instances, vous essayez de créer, par exemple, un conteneur et déployer une application, par exemple, web, etc., etc. Donc, essayez d'avoir la main au max sur les outils qui seront proposés dans cette formation, mais ne vous limitez pas par rapport aux ateliers que vous faites, allez au-delà. Donc, c'est les conseils que je vous donne. D'accord, ok, merci. Merci. Bye. Merci, Bafal. Je pense qu'il y a une autre question de Alpha. Donc, il y a un cas de conflit. C'est le mot que je recherchais tout à l'heure avec les équipes dev. Quelle technique utilisez-vous pour résoudre ces problèmes? Donc, conflit. Donc, nous, de notre côté, en général, j'ai jamais eu de conflit avec les conflits entre les équipes dev. Conflit dans quel sens? Dans quel sens? Des conflits. Moi, des conflits, j'en avais avec Terraform. Mais bon, j'essaie de corriger les conflits. Donc, on peut les corriger directement depuis GitLab. Hein. Donc, si on utilise également un IDE, on peut essayer d'identifier donc la cause des conflits donc, et y remédier directement. Ou bien, en général, tu supprimes le dernier commit. Donc, et tu fais un pull, en fait, pour avoir donc au niveau de ton repo local, donc les dernières mises à jour. Mais en général, les développeurs n'ont pas de conflit avec nous, équipe dev. Donc, si un développeur donc, a besoin de faire, par exemple, un test de déploiement, on lui crée une branche deploy. Donc, au niveau de la version de l'image, il va spécifier, par exemple, une version donc, de test qu'il va tester. Donc, s'il est OK, donc après, on essaie de déployer. Donc, mais en général, il n'y a pas donc, de conflit entre équipe dev et développeur, quoi.
l'équipe DevOps et développeurs. Effectivement, donc en fait, ça va même à la question que je voulais vous poser. Là, il a mis un comité. Hein. Là, en général, ce que je fais, j'essaie de corriger ou bien je supprime le dernier comité. Donc, en général, je corrige. Hein. Donc, si je fais la correction et je fais une erreur, je peux faire, par exemple, un rebase. Donc, pour régler la problématique. Donc, ça, c'est par rapport au commit, c'est vrai. Donc, là, j'essaie de corriger, soit dans GitLab ou bien depuis mon IDE. Donc, j'essaie de corriger en local. Donc, de faire un rebase. Donc, en général, vous verrez Git, vous allez voir les commandes Git. Donc, pour gérer les conflits ou bien pour supprimer le dernier commit. Donc, etc. Mustapha, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Oui, il y a Abdoulaye qui a levé la main. Abdoulaye. OK. Ah, ok. D'accord. Bon, merci encore. Bon, Ouais. je vais juste compléter, je pense, la première question que j'avais posée. Maintenant, comment faire pour bénéficier de ces sessions de formation en cloud? Bon, pour ces sessions de formation, là, je ne sais pas parce que Gadjaga me disait qu'il envisage de lancer ou bien d'intégrer une session de formation dans cette course-là. Je ne sais pas si c'est OK ou pas. Mais moi, à travers mes sessions de formation, pour le moment, comme j'ai des formations en cours ici à Paris pour le mois de janvier et pour le mois de février, normalement, il y a également une session en cours, donc la session 7 de formation que je lance en ligne, qui est en cours et qui doit se terminer normalement c'est pas ce dimanche, mais l'autre dimanche, Inch'Allah, le 4 février. Donc, je lancerai une nouvelle session de formation en ligne, c'est-à-dire la session 8, Inch'Allah, le 8 février, le début du mois de mars, si tout se passe bien. Le début du mois de mars. D'accord, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Donc, Abdoulaye, tu as la possibilité de le suivre sur LinkedIn. Tu auras toutes les informations par rapport aux formations qu'il propose. Ouais, ouais. Donc, mon nom est Mohamed Lamine Diop sur LinkedIn. Vous pouvez voir les affiches que je fais. Donc, sur LinkedIn portant sur les formations, les services que nous verrons. Donc, le temps, donc la durée de formation. Donc, en général, on les fait les dimanches. Et vous aurez donc comme prérequis, donc aucun prérequis parce que donc par rapport à votre domaine, vous en aurez besoin, que ce soit développeur, que ce soit système, que ce soit architecte. Donc, moi, comme j'ai fait à la fois du développement, donc tout au début, et système, donc j'essaie donc les choses qu'ont besoin d'entendre les développeurs et les choses qu'ont besoin d'entendre les ingénieurs système. Donc, et tout se fera donc dans le cloud AWS parce que vous aurez votre compte et ce sera à la fois théorique et pratique. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Bon, il y a plein de questions, mais il y a Mohamed Kamar qui doit continuer son cours aussi. Je ne sais pas, Kamar, Mohamed. Mohamed, on est en train de prendre ton temps hein, de cours. Non, c'est pas grave. Donc, en fait, je pense qu'on prend la question de Alpha. On prend la dernière question, qui sera la question d'Alpha. Il l'a mis en commentaire. Comment voyez-vous le DevOps avec les avancées de l'IA, de l'intelligence artificielle? L'IA, l'intelligence artificielle. Donc, par rapport au DevOps, là, par rapport à l'IA, quand même, comme je n'utilise pas des services orientés IA, moi, je me dis, le DevOps, à moins qu'il y ait, par exemple, de nouveaux outils, de nouvelles technologies DevOps, de nouvelles technologies, par exemple, provenant de l'IA qui seront intégrées dans la partie DevOps. N'est-ce pas? Mais le DevOps, en général, moi, je ne pense pas que c'est un métier qui, dans l'avenir, donc, ne sera pas, par exemple, dans une logique de continuité.
parce que donc c'est un métier qui sera toujours présent. Donc, parce que ça sert d'interface entre dev et système. Et dans le but d'automatiser donc tout ce qui est process de déploiement, donc s'il y a de nouvelles technologies orientées IA qui donc s'intègrent dans cette chaîne-là afin d'accélérer ce processus-là, donc les ingénieurs DevOps en général sont preneurs, n'est-ce pas? Donc l'avancée de l'IA, donc c'est très bien, mais on verra par exemple là où on va aboutir par exemple dans les années qui viennent avec de nouvelles technologies effectivement qui vont ressortir. Est-ce qu'il y aura par exemple des technologies orientées IA donc qu'on peut utiliser côté DevOps? Ça également, donc c'est une question à se poser. De toutes les façons, donc dans la partie DevOps, le local, l'environnement local n'est plus la tendance. La tendance, c'est vers le cloud. Après, on essaiera de voir, par exemple, quelles sont les technologies IA, côté IA, donc qui vont ressortir et qu'on aura la chance d'utiliser donc dans la partie DevOps, donc tout au long de l'implémentation, afin d'être beaucoup plus agile et d'être beaucoup plus productif, parce que c'est le gros avantage donc qu'on a en utilisant le DevOps. Donc là, on ne parle plus de DevOps, maintenant on parle de DevSecOps. Il y a la partie sécurité. Il y a des outils de sécurité quand même qu'on utilise pour sécuriser. Donc à l'avenir, on verra. Donc ce qu'on aura donc comme IA, donc on intégrera. Donc, mais l'idée au final, c'est d'être beaucoup plus agile, d'être beaucoup plus productif. Donc, espérons qu'avec l'avancée de l'IA, on ait carrément recours, par exemple, à l'IA pour l'intégrer dans la chaîne CI/CD. Ce serait donc une très bonne chose pour nous. Très bien. Question très pertinente et réponse très pertinente. On parle de DevSecOps, donc le fait de sécuriser les pipelines, et c'est très intéressant. Aussi, il y a les outils IA qui vont aller dans ce sens, je pense. Et c'est une perspective de carrière aussi. Effectivement. Donc, je pense que c'était notre dernière question. Encore une fois, Mohamed Lamine Diop, je te remercie. Je suis très content de ta présence et de ton partage d'expérience. Et je remercie aussi tous ceux qui ont été là présents. Les questions ont été très pertinentes et le débat a été de haut niveau, de très haut facture. Je pense qu'on va laisser Mohamed Moussa Kamara continuer son cours et nous, on va lever la séance. Merci à tous. Merci beaucoup, Gadjaga. Merci beaucoup à fin de soirée. Ça a été un plaisir. Allez, bonne fin de soirée et bon courage. Ok, merci Lamine. Merci beaucoup. Ok, à la prochaine. Merci encore. Ok, merci. Merci beaucoup, Mohamed.